Dans les contreforts trempés de pluie de Caroline du Nord, le drame de la nature se déroule près d'un ruisseau déchaîné, gonflé par la tempête. Au milieu du chaos, un cercle de corbeaux se rassemble de manière menaçante, leurs cris résonnant avec menace autour d'un minuscule petit lynx sans défense, piégé et luttant pour sa vie. Sarah Miller, une biologiste de la faune dédiée, tombe sur la scène désespérée, confrontée à un choix impossible: intervenir ou laisser la nature suivre son cours brutal. Mais parfois, la nature sauvage tend la main d'une manière que nous ne pouvons ignorer, nous suppliant de reconsidérer la ligne délicate entre instinct et compassion. Alors que Sarah entre dans la tempête, ni elle ni le petit ne savent à quel point ce moment altérera profondément leur vie. Que se passe-t-il quand la survie dépend de la gentillesse d'un étranger, et combien de courage faut-il pour défier la nature elle-même? C'est l'histoire d'une vie fragile, d'une résilience farouche et du lien extraordinaire forgé quand la nature sauvage rencontre le cœur de l'humanité. Avant de commencer, appuyez sur le bouton like et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. L'air était lourd d'humidité dans la petite ville de Cedar Creek, nichée au contrefort des Appalaches en Caroline du Nord occidentale. Les averses d'avril s'étaient transformées en un déluge incessant pendant la nuit, inondant les rues et transformant les ruisseaux doux en torrents furieux. Sarah Miller, biologiste de la faune et professeure au collège communautaire local, regardait à travers les gouttelettes cascadant sur son pare-brise, alors qu'elle naviguait les routes gorgées d'eau sur le chemin du retour d'une réunion facultaire d'urgence. À 42 ans, Sarah avait dédié sa vie à comprendre et protéger la faune diversifiée de la région. Sa modeste maison se situait à la périphérie de la ville, adossée à une forêt protégée, où elle passait souvent les week-ends à mener des recherches. Ses collègues la taquinaient parfois sur le fait d'être plus à l'aise avec les animaux qu'avec les gens, mais Sarah ne s'en souciait jamais. Il y avait une honnêteté chez les animaux que les humains manquaient souvent. La pluie avait enfin commencé à s'alléger, bien que des nuages sombres menaçaient encore au-dessus. Sarah ralentit sa vieille Subaru alors qu'elle approchait du pont enjambant Whispering Creek, maintenant une surge tonitruante de couleur café portant des débris d'amont. Quelque chose attira son œil. Un mouvement près du ponceau de drainage où la gouttière de bord de route se vidait dans le ruisseau. Au début, elle pensa que c'était juste des déchets pris dans le courant, mais ensuite elle remarqua le battement immistakable d'ailes noires. Plusieurs corbeaux, au moins 5 ou 6, s'étaient rassemblés en un cercle bruyant et agité, se relayant pour plonger sur quelque chose piégé contre la grille couvrant l'entrée du ponceau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna Sarah en se garant sur le bas-côté et en activant ses feux de détresse. Attrapant sa veste de pluie du siège passager, elle sortit dans la bruine, plissant les yeux contre la brume. Les corbeaux crièrent avec colère, alors qu'elle approchait, reculant à contre-cœur de quelques pieds, mais refusant d'abandonner leur cible. Alors qu'elle se rapprochait, le cœur de Sarah sombra. Là, coincée contre la grille et gardant à peine la tête au-dessus de l'eau déchaînée, était une petite boule de fourrure trempée. Un petit lynx. La minuscule créature ne pouvait pas avoir plus de quelques semaines. Son pelage tacheté caractéristique plaqué contre son corps frêle. Un des corbeaux hardis plongea, frappant la tête du petit avec son bec pointu. Le petit lynx tressaillit mais n'émit aucun son, trop épuisé pour même crier. Un autre corbeau atterrit près, sautant plus près pour sa chance d'attaquer l'animal sans défense. « Hé, éloignez-vous de là !» cria Sarah en agitant les bras et en se précipitant en avant. Les corbeaux se dispersèrent momentanément, tournoyant au-dessus avec des cris indignés, avant de se poser dans les arbres voisins pour observer. Sarah s'agenouilla près de la gouttière, indifférente à l'eau boueuse trempant son jean. Le petit était en terrible état. Sa respiration venait en halètement superficiel et irrégulier, et sa tête penchait à un angle contre nature. De petites blessures parsemaient son visage et ses oreilles, où les corbeaux avaient porté leurs coups vicieux. Un œil était gonflé, fermé, et du sang avait maté la fourrure autour de son oreille droite. « Oh, pauvre petite chose !» chuchota Sarah, son œil expert évaluant rapidement les dommages.
Le petit lynx avait probablement été séparé de sa mère pendant la tempête, emporté par les eaux de crue et échoué dans le système de drainage où les corbeaux opportunistes l'avaient trouvé. Les attaques répétées à la tête combinées au trauma d'avoir été emporté avaient clairement causé des dommages neurologiques. Les pupilles inégales et la tête penchée suggéraient une grave blessure cérébrale. Sarah savait que les chances du petit étaient minces. Les animaux sauvages, surtout les prédateurs comme les lynx, survivaient rarement à un tel trauma. La chose humaine pourrait être de laisser la nature suivre son cours. Pourtant, quelque chose dans la façon dont la minuscule créature luttait pour garder la tête au-dessus de l'eau, refusant d'abandonner malgré des chances écrasantes, toucha une corde profonde en elle. Une voiture ralentit en passant, le conducteur se penchant pour appeler « Tout va bien, madame ?»« Oui, bien », répondit Sarah en protégeant instinctivement le petit de la vue. « Juste vérifier quelque chose dans le drainage. » La voiture continua. Plusieurs autres passèrent alors que Sarah délibérait, aucune ne s'arrêtant. Le monde continuait autour d'eux, indifférent au petit drame se déroulant au bord de la route. « Je ne peux pas te laisser ici, » décida-t-elle. Elle enfin, ramassant doucement le petit lynx gorgé d'eau. Il pesait presque rien dans ses mains, une fragile collection d'os et de fourrure mattée, tremblant de froid et de peur. Pendant un moment, un œil doré, celui non gonflé fermé, se fixa sur le visage de Sarah, ni confiant, ni accusateur, mais simplement reconnaissant sa présence dans ce qui pourrait être ses derniers moments. « Je vais t'appeler Max », se surprit Sarah à dire en berçant le petit à l'intérieur de sa veste pour la chaleur, ça signifie le plus grand, et tu vas devoir être le plus grand combattant jamais pour t'en sortir. L'hôpital vétérinaire Mountain View était à près de 30 minutes, la seule installation dans la région avec un spécialiste de la faune sur place. Sarah appela en avance sur son système main libre alors qu'elle conduisait, expliquant la situation au docteur Helen Winters, qui avait collaboré avec Sarah sur plusieurs projets de recherche sur la faune par le passé. Un petit lynx avec trauma crânien. La voix d'Hélène craqua à travers les haut-parleurs de la voiture. « Sarah, tu sais que le pronostic n'est pas bon. Je sais, » admit Sarah en jetant un œil au paquet de serviettes qu'elle avait placé dans une boîte sur le siège passager. Elle avait monté le chauffage malgré la journée printanière douce, essayant de réchauffer le corps dangereusement froid du petit, mais je ne pouvais pas le laisser là pour être becqueté à mort. Hélène soupira. « Amène-le. Nous ferons ce que nous pouvons, mais prépare-toi. Ces cas finissent rarement bien. » L'hôpital vétérinaire était calme quand Sarah arriva, la journée pluvieuse ayant tenu la plupart des rendez-vous routiniers éloignés. Dr Winters la rencontra à l'entrée arrière, déjà portant des gants chirurgicaux, et une expression sinistre qui s'adoucit légèrement quand elle vit la façon protectrice dont Sarah portait la boîte. « Voyons ce que nous avons, » dit-elle, en menant le chemin vers une salle d'examen. Sous les lumières vives, Max semblait encore pire qu'au bord de la route. L'étendue complète de ses blessures devint claire alors qu'Hélène l'examinait doucement, ses mains expérimentées bougeant avec une efficacité pratiquée. Le petit resta anormalement immobile tout au long de l'examen, trop faible pour résister. Multiples lacérations à la tête et au cou. Hélène nota commotion sévère. Possible fracture du crâne. Hypothermie, déshydratation. Il est aussi significativement sous-poids pour son âge, probablement séparé de sa mère avant la tempête. Sarah observa anxieusement « Pouvez-vous l'aider ?» Hélène hésita. « Normalement, je recommanderais l'anesthésie pour une évaluation complète et nettoyer ses blessures correctement. Mais il est trop faible. L'anesthésie le tuerait probablement avant que nous puissions même commencer le traitement. Alors nous ne faisons rien. » Sarah sentit une boule se former dans sa gorge. « Je n'ai pas dit ça. » La voix d'Hélène s'adoucit. « Nous commencerons par le réchauffer lentement. Fluide pour la déshydratation et antibiotiques à large spectre pour prévenir l'infection de ses blessures. Si, et c'est un grand si, il passe la nuit, nous pourrons réévaluer au matin. Il aura besoin d'une surveillance 24 heures sur 24. » Sarah dit, déjà calculant comment réarranger son emploi du temps. Hélène lui donna un regard entendu. « Tu prévois de le ramener à la maison, n'est-ce pas ? » Malgré tout ce que je t'ai enseigné sur ne pas s'attacher aux patients sauvages, Sarah rencontra son regard fermement. Quelqu'un doit le surveiller,
Ton personnel de nuit est déjà étiré, et tu as de l'expérience en réhabilitation de faune. Hélène concéda. Mais, Sarah, tu dois être réaliste. Ce petit est plus susceptible de mourir que de survivre, peu importe ce que nous faisons. Je comprends, dit Sarah calmement, mais il mérite une chance. 3 heures plus tard, Sarah porta un petit transporteur animal à l'extérieur. À l'intérieur, enveloppé dans des couvertures thermiques spéciales, Max gisait inconscient mais stabilisé. Ses blessures avaient été nettoyées et traitées avec une pommade antibiotique, et Hélène avait montré à Sarah comment administrer des fluides sous-cutanés et des médicaments liquides. Un petit arsenal de fournitures remplissait une boîte dans son coffre. Formule spéciale pour petits prédateurs orphelins, seringues d'alimentation, plus de médicaments et instructions détaillées pour les soins. Appelle-moi s'il y a du changement jour ou nuit. Hélène avait insisté, et Sarah essaie de ne pas te faire d'espoir. La pluie avait arrêté au moment où Sarah arriva chez elle. L'eau goûtait encore des avant-toits de sa petite cabine. À l'intérieur, elle transforma sa chambre d'amis rarement utilisée en une UCI de faune improvisée, installant un coussin chauffant sous des couvertures douces dans un grand conteneur de stockage en plastique, un enclos temporaire qui garderait Max en sécurité tout en offrant assez d'espace pour qu'il bouge s'il retrouvait la force de le faire. Max resta anormalement immobile alors qu'elle le transférait dans son nouveau lit, ajustant le coussin chauffant pour assurer une chaleur douce et constante qui ne surchaufferait pas son minuscule corps. Selon l'estimation d'Hélène, il ne pouvait pas avoir plus de 5 semaines, à peine sevré. Dans des circonstances normales, sa fourrure brun doré, bien que commençant à sécher, semblait encore patchy et terne contre la couverture en polaire blanche. « Tu es en sécurité maintenant, » dit Sarah, sachant qu'il ne pouvait ni entendre ni comprendre, mais ayant besoin de faire la promesse quand même. « Tiens bon, petit combattant. » La soirée s'étira interminablement alors que Sarah surveillait l'état de Max, vérifiant sa respiration toutes les 15 minutes et notant chaque observation dans un cahier. 2 fois, elle administra des fluides comme Hélène le lui avait montré, insérant soigneusement la petite aiguille entre ses omoplates pour délivrer l'hydratation vitale directement sous sa peau. Chaque fois, elle retint son souffle, craignant que la légère douleur pousse son système fragile au bord. Mais Max resta stable, ne s'améliorant pas, mais ne déclinant pas non plus. À minuit, Sarah se força à manger un sandwich, bien qu'elle n'ait pas d'appétit. Elle avait déjà annulé ses cours du matin, envoyant un email à son chef de département, expliquant la situation. Max ne serait pas laissé seul, pas tant que sa vie pendait à un fil si ténu. À 2 heures du matin, les yeux de Sarah brûlaient de fatigue. Elle tira un fauteuil à côté de l'enclos de Max, se promettant de se reposer juste un moment tout en veillant. Dehors, le vent s'était levé, chuchotant à travers les pins, entourant sa cabine avec un son comme des vagues distantes. Elle dut s'assoupir malgré ses intentions, car quand elle se réveilla en sursaut, une lumière pâle d'aube filtrait à travers les stores. La panique la saisit alors qu'elle se penchait sur le conteneur. Avait-elle dormi pendant une crise? Max s'était-il échappé pendant qu'elle succombait à l'épuisement? Mais le voilà, sa petite cage thoracique montant et descendant encore avec des respirations superficielles et quelque chose d'autre, quelque chose qui fit bondir le cœur de Sarah. Un œil, le moins endommagé, était partiellement ouvert. Une fente d'or sauvage visible sous la paupière. Quand Sarah bougea sa main lentement au-dessus de lui, l'œil suivit le mouvement, flou mais réactif. « Max » chuchota-t-elle, osant à peine espérer. Le petit ne bougea pas, mais sa respiration semblait légèrement plus forte que la nuit précédente. Prudemment optimiste, Sarah prépara une petite quantité de la formule spéciale qu'Hélène avait fournie, la tirant dans une seringue sans aiguille, avec une douceur exquise. Elle souleva la tête de Max et plaça une minuscule goutte du liquide sur sa langue, pendant un moment qui arrêta le cœur. Rien ne se passa. Puis, sa gorge travailla en une faible déglutition. Des larmes jaillirent aux yeux de Sarah. C'était la plus petite des victoires, mais une victoire quand même. Max avait passé la nuit et montrait les premiers signes fragiles de récupération. Elle appela Hélène immédiatement. « Il est réactif »,
Le vétérinaire sembla surpris. Et il a pris de la nutrition. C'est inattendu honnêtement. Dois-je l'amener? Sarah demanda, réticente à le bouger, mais prête à faire ce qui offrait la meilleure chance de survie. S'il est stable et réactif, ne le stressons pas avec le transport pour l'instant. Hélène décida. Continue le protocole que nous avons discuté. Fluides, antibiotiques, petites alimentations toutes les 2 heures s'il les prend. Je passerai après mon dernier rendez-vous pour vérifier. La journée passa dans un flou d'alimentation prudente, de médicaments et d'observations anxieuses. En fin d'après-midi, Max avait consommé presque 15 millilitres de formule. Une minuscule quantité, mais significativement plus qu'Hélène ne s'y attendait. Le gonflement autour de son œil avait commencé à diminuer légèrement. Et bien que sa tête penche encore à un angle awkward, il semblait plus conscient de son environnement. Hélène arriva juste après 10 à 9 heures, portant son sac médical et une expression prudente qui céda à la surprise quand elle examina Max. Sa température est presque normale, nota-t-elle en vérifiant le thermomètre digital, hydratation améliorée, réponse neurologique encore préoccupante, mais meilleure que prévu. Alors il a une chance. Sarah essaya de garder l'espoir désespéré de sa voix. Hélène soupira en retirant son stéthoscope de ses oreilles. Il est encore critique, Sarah. Les prochaines 48 heures nous en diront plus, mais oui, il a une chance. Une meilleure que je ne lui en aurais donnée hier. Ces 48 heures s'étirèrent en jours et jours en semaines. La récupération de Max n'était ni fluide ni directe. Il y eut des revers, un jour où il refusa de manger, un épisode effrayant de tremblements comme des crises qui fit courir Sarah avec lui à la clinique d'Hélène au milieu de la nuit, des périodes de léthargie qui la firent craindre qu'il perde du terrain, mais il y eut des triomphes aussi. La première fois où Max parvint à tenir sa tête stable plus de quelques secondes, le matin où il résista activement aux tentatives de Sarah de nettoyer son visage avec un chiffon chaud, montrant le premier éclat de défi sauvage qui appartenait à sa nature, le jour où il se poussa sur des jambes chancelantes, se tenant debout un bref moment avant de s'effondrer dans sa litière. 3 semaines après le sauvetage, Sarah déplaça Max de son conteneur en plastique vers un enclos plus grand sur son porche grillagé, un espace offrant de l'air frais et de la lumière naturelle, tout en le gardant en sécurité. Son pelage avait retrouvé son éclat, les taches distinctives qui le marquaient comme lynx maintenant clair contre le fond fauve. Les blessures sur sa tête avaient guéri, laissant de petites zones nues qu'Hélène assura à Sarah se rempliraient éventuellement de nouvelles fourrures. Les dommages neurologiques restaient, moins sévères que craint initialement. La tête de Max penchait encore légèrement d'un côté et son équilibre restait imparfait. Il jugeait parfois mal les distances, en essayant de bondir sur le jouet d'enrichissement. Fourni, mais ses yeux dorés étaient vifs et alertes, suivant chaque mouvement avec le focus intense d'un prédateur né. C'est un cas miracle. Hélène admit pendant un contrôle, alors qu'elle regardait Max traquer et attaquer un jouet à plumes avec une coordination surprenante. Je n'ai jamais vu un animal sauvage récupérer d'un tel niveau de trauma. Sarah sourit bien qu'une inquiétude familière la ronge. Que se passe-t-il maintenant? Il n'est pas relâchable, n'est-ce pas? Elles savaient toutes deux la réponse. Malgré sa récupération remarquable, les impairments neurologiques permanents de Max rendraient la survie dans la nature impossible. Il ne pouvait pas être rendu à un monde où des compétences de chasse parfaites et des réflexes aiguisés comme des rasoirs étaient la différence entre vie et mort. J'ai passé quelques appels. Hélène dit prudemment, le centre de réhabilitation de faune à Asheville pourrait avoir de la place. Ils ont d'excellents enclos permanents pour prédateurs natifs non relâchables, programmes éducatifs. Sarah hocha la tête, essayant d'ignorer le sentiment creux dans sa poitrine. Elle avait su dès le début que dire au revoir était inévitable. Elle n'était pas équipée pour fournir un foyer permanent à un lynx sauvage, même un aussi spécial que Max. Sa cabine, son style de vie, les lois régissant la faune, rien ne permettait de le garder peu importe à quel point elle s'était attachée. Quand le prendrait-il? Demanda-t-elle, elle, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Ils peuvent faire de la place le mois prochain. Il aura besoin d'être un peu plus fort. D'abord, de toute façon. Hélène posa une main douce sur son épaule. Tu lui as sauvé la vie, Sarah. Maintenant, tu dois lui donner la chance de la meilleure vie possible,
même si ce n'est pas dans la nature. Les semaines suivantes prirent une qualité aigre-douce, alors que Sarah aidait Max à grandir plus fort, tout en se préparant à le laisser partir. Elle documenta son progrès méticuleusement, à la fois pour les dossiers du centre de réhabilitation et pour ses propres souvenirs. Son téléphone se remplit de vidéos. Max bondissant maladroitement mais avec enthousiasme sur une balle roulante, Max comprenant comment grimper sur les plateformes spéciales qu'elle avait construites dans son enclos, Max dormant dans un patch de soleil, son petit corps enroulé en un cercle parfait, par un matin chaud fin mai, presque exactement 1 mois après le sauvetage, Sarah s'assit sur le sol du porche grillagé, regardant Max explorer un nouveau puzzle d'enrichissement qu'elle avait créé. Une boîte avec des trous contenant des friandises cachées, nécessitant de résoudre des problèmes pour y accéder. Sa coordination s'était améliorée dramatiquement, bien que la légère inclinaison de tête reste un rappel permanent de son épreuve. Un mouvement dehors attira son attention. Un corbeau avait atterri sur la rambarde de son deck ouvert, ses plumes noires lustrées irisées dans la lumière matinale. Sarah se tendit instinctivement, se rappelant l'attaque qui avait presque réclamé la vie de Max, mais c'était juste un oiseau vacant à ses affaires naturelles, pas le rassemblement ominou près de la gouttière gonflée par l'inondation. À sa surprise, Max avait remarqué le corbeau aussi. Il se figea dans son jeu, corps s'abaissant en une posture de chasse instinctive. Le corbeau, séparé du prédateur potentiel par le grillage, semblait inconscient du danger, préhensant nonchalamment ses plumes d'ailes. Les yeux de Max se rétrécirent, son petit corps se tendant. Pendant un moment, Sarah entrevit la créature sauvage qu'il était vraiment, pas le patient dépendant qu'elle avait soigné pour le remettre en santé, mais un prédateur né avec des instincts anciens encodés dans chaque cellule. Malgré ses blessures, malgré son avenir incertain, Max portait l'essence indomptable de son espèce en lui. Le corbeau s'envola éventuellement, inconscient de comment sa présence avait transformé le moment. Max resta alerte plusieurs minutes après, scannant le deck avec le focus d'un chasseur beaucoup plus âgé et expérimenté. Quand il revint enfin à sa boîte puzzle, Sarah sentit un étrange mélange de fierté et de mélancolie la submerger. C'était pourquoi elle devait le laisser partir. Pas parce qu'elle ne pouvait pas continuer à s'occuper de lui, elle aurait réarrangé toute sa vie pour le faire si ça avait été la bonne chose pour Max, mais parce qu'il méritait de réaliser autant de son potentiel naturel que ses blessures le permettraient. Le centre de réhabilitation fournirait des opportunités qu'elle ne pouvait pas. Espace plus grand, soins professionnels, peu, être même la compagnie d'autres lynx qui ne pouvaient pas retourner à la nature. Le jour du transfert arriva trop vite. Sarah avait préparé tout méticuleusement. Le transporteur spécial, la couverture préférée de Max, dossier détaillé de son histoire médicale et patterns comportementaux. Même une lettre pour ses futurs soignants expliquant ses préférences et Kirk. Hélène arriva tôt pour aider au transfert, apportant un sédatif doux pour réduire le stress de Max pendant le trajet de 2 heures vers Asheville. « Es-tu sûr de ne pas vouloir que je le prenne ?» offrit-elle en regardant les préparations prudentes de Sarah. « Je sais comme c'est dur. » Sarah secoua la tête. « J'ai besoin de voir où il va. J'ai besoin de savoir qu'il ira bien. » Le Blue Ridge Wildlife Center occupait une vaste propriété nichée dans les montagnes hors d'Asheville. Alors que Sarah suivait l'allée sinueuse, elle aperçut des enclos naturalistes, abritant diverses espèces natives qui, comme Max, ne pouvaient survivre dans la nature, mais servaient d'ambassadeurs pour l'éducation à la conservation. La directrice, une femme aux cheveux argentés nommée Margaret avec des décennies d'expérience en réhabilitation de faune, les accueillit chaleureusement. « Nous avons préparé un espace de quarantaine spécial pour le jeune Max », expliqua T, elle en les menant à un bâtiment séparé du centre principal des visiteurs. Une fois ajusté et cleared médicalement, nous avons des plans pour qu'il rejoigne notre programme junior d'ambassadeurs. Elle montra à Sarah l'enclos spacieux où Max vivrait éventuellement, un espace thoughtfully conçu avec structure d'escalade, cachette et enrichissement environnemental qui dépassait de loin ce que Sarah avait pu fournir. 2 autres lynx, tous 2 adultes avec leurs propres blessures qui les avaient rendus non relâchables, occupaient des enclos similaires près. Nous les introduirons progressivement une fois que Max sera prêt.
Margaret expliqua, « Beaucoup de nos lynx de sauvetage forment des liens sociaux malgré leur nature naturellement solitaire dans la nature. C'est une des adaptations que nous voyons souvent chez les résidents permanents. Le moment réel de le revoir fut à la fois plus dur et plus facile que Sarah ne l'avait anticipé. Max, somnolent du sédatif, enregistra à peine le transfert vers son espace de quarantaine temporaire. Sa couverture familière alla avec lui, portant le parfum de la maison qu'il avait connue pendant sa récupération. « Vous pouvez visiter n'importe quand. » Margaret assura, reconnaissant l'émotion que Sarah essayait de contenir. « Beaucoup de nos sauveteurs deviennent des volontaires réguliers. Max ne vous oubliera pas. » Sur le trajet de retour, la cabine de Sarah sembla plus vide qu'en année. Elle bougea mécaniquement à travers la soirée, rangeant les affaires de Max, nettoyant son enclos, classant ses notes sur ses soins. Hélène l'avait invitée à dîner, préoccupée par son solitude, mais Sarah avait décliné. Elle avait besoin de ce temps pour processer le changement. Alors que l'obscurité tombait, elle se retrouva assise sur son porche, regardant la forêt au-delà de sa cour. Quelque part dans ces bois, des lynx sauvages vivaient leur vie secrète, invisibles et non troublés par la conscience humaine. Max ne serait jamais vraiment l'un d'eux à nouveau, mais il était vivant, en sécurité, avec un but et un avenir, tout parce qu'elle avait refusé de détourner le regard d'une petite tragédie se déroulant dans une gouttière de bord de route. Un battement d'ailes attira son attention. Un corbeau peut être le même que des jours avant, peut être un autre, atterrit sur la rambarde de son deck, la regardant avec une tête penchée et un œil brillant intelligent. Dans la lumière déclinante, il semblait moins sinistre que contemplatif. Une créature sauvage suivant sa propre nature, Sarah pensa au corbeau qui avait attaqué Max. Non plus avec colère, mais avec une compréhension plus profonde. Ils n'avaient pas été malveillants, juste des prédateurs opportunistes eux-mêmes, suivant des instincts aiguisés par l'évolution. Le vrai miracle n'était pas qu'elle soit intervenue dans le cycle de la nature, mais que de cette intervention, quelque chose de nouveau et valuable est émergé. Max aiderait maintenant d'innombrables visiteurs à comprendre et valoriser les créatures sauvages qui partageaient leur monde. Le corbeau s'envola, une ombre contre le ciel s'assombrissant. Demain, Sarah appellerait le centre de faune pour vérifier Max. Le week-end prochain, elle conduirait pour lui rendre visite. Et être quand le semestre finirait, elle accepterait l'offre de Margaret de devenir volontaire. La vie continuerait, différente, mais significative. Pour l'instant, elle s'assit dans l'obscurité grandissante, écoutant les sons nocturnes de la forêt, se sentant connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le web complexe, parfois arche, mais toujours Wondroo de la vie, qui avait réuni un petit lynx luttant et une biologiste de la faune un après-midi pluvieux d'avril. L'histoire de Max n'était pas finie. À bien des égards, elle ne faisait que commencer.